Mes liens d'intérêt en particulier, j'ai quelques liens avec la société Abbott qui, comme vous le savez, est promoteur du traitement percutané. D'abord, elle est très présente dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et en particulier dans le traitement percutané de l'insuffisance mitrale à travers le MitraClip. Et donc, Abbott a participé à l'étude dont j'étais l'investigateur principal, même si l'étude était pour l'essentiel financée par ce qu'on appelle un PHRC, c'est-à-dire une étude académique. C'est vraiment une étude qui est complètement indépendante de l'industrie. Alors, nous allons donc parler effectivement de l'insuffisance mitrale secondaire. Elle se définit, vous le savez, il y a deux grands types d'insuffisance mitrale secondaire en fonction de la cardiopathie. Elle accompagne des mauvais ventricules gauches qui peuvent être soit symétriques, sur la gauche ici, c'est en général les cardiopathies dilatées, soit asymétriques, comme on en a une image ici au milieu, avec le plus souvent, c'est le pilier postérieur qui est atteint par un infarctus. Et là, donc, on a les fuites qui sont latéralisées. Alors, toute la question qui se pose, c'est est-ce que la correction de cette fuite mitrale est souhaitable? Et c'est une question à laquelle on essaye de répondre depuis bien des années, en particulier les chirurgiens. Vous avez ici les images qui montrent que ce que l'on connaît depuis de très longue date. Le premier papier, c'était Lamas, qui avait montré quand il y a une fuite mitrale par rapport à l'absence de fuite, eh bien, il y a un pronostic très, très abaissé. Et que, en plus, ça c'est Grigioni qui l'a montré quand il était auprès de Maurice Enrique Serrano, il avait fait ce travail. Il avait montré que non seulement la fuite impacte le pronostic, mais plus elle est sévère, plus le pronostic est péjoratif. Et ça, vous voyez que c'est ce qui est intéressant, c'est que même avec des fuites modérées, puisque pour des surfaces tout juste supérieures à 20 mm², eh bien déjà, le pronostic est significativement altéré. Alors cela a fait que vous voyez, dans les recommandations, on a des éléments qui sont en particulier européennes. On a défini l'insuffisance mitrale secondaire comme les insuffisances ayant une fuite supérieure à 0,2 cm². Alors que dans la définition américaine, c'était 0,4 ou 0,3, ça a été dans le rectificatif, mais en tous les cas, c'était des IM plus sévères et la définition américaine de l'IM secondaire a toujours été calée sur celle de l'IM primaire. Donc vous voyez combien il y a quelques années en arrière, on était vraiment dans une errance sur la prise en charge de cette maladie, parce que comment imaginer que l'on va prendre et bien traiter ces patients, dont on sait que le pronostic est péjoratif, quand on n'est même pas d'accord sur la définition de la maladie. Donc, vous voyez qu'on part de très, très bas. Alors, les premiers qui se sont intéressés à l'insuffisance mitrale secondaire, ce sont les chirurgiens, puisqu'ils avaient en main leur bistouri et la capacité de réparer. Et pendant de nombreuses décennies, au moins 30 ans, les chirurgiens ont essayé de convaincre les cardiologues qu'il fallait traiter, corriger ces fuites mitrales secondaires, alors que dans l'immense majorité des cas, quand il y avait des controverses, le cardiologue en général défendait la thèse inverse et disait non, c'est une maladie du ventricule et quoi que vous fassiez sur la fuite mitrale, ça ne changera rien. La fuite mitrale n'est qu'une illustration, qu'un témoin de la sévérité des malades, mais en aucun cas elle mérite d'être corrigée. Donc vous voyez que les chirurgiens, donc, et là c'est Robert Dion qui a été un des premier à s'intéresser à la correction de l'insuffisance mitrale secondaire, lui avait montré que certes, on peut avoir des résultats décevants, mais c'est quand on intervient trop tard. Et vous voyez que dans son papier, là, qui était un des papiers princeps, il montrait que quand le diamètre télédiastolique ventricule gauche est supérieur à 65 mm, eh bien effectivement, quoi qu'on fasse, le pronostic est péjoratif. Et cela suggérait déjà un groupe de patients qui pouvaient bénéficier du traitement par rapport à un groupe de patients qui étaient, disons, avec des dysfonctions cardiaques dépassées. Alors, il avait cet élément, là on le retrouve avec la sensibilité et la spécificité, les 65 mm pour le télédiastolique, 51 mm
pour le télésystolique. Ça, c'était le papier originel. Un autre papier, vous voyez, les chirurgiens petit à petit ont essayé de définir, et c'est vraiment eux qui ont été à l'origine de la meilleure compréhension de l'insuffisance mitrale secondaire, de son mécanisme. Et là, donc, c'est Calafiore qui avait été un des premiers à montrer qu'il y a un effet tenting, c'est-à-dire une tension quand les ventricules se dilatent, il y a une traction sur les piliers et finalement les deux feuillets de la valve n'arrivent pas à se rejoindre. Et Calafiore avait montré que finalement quand on a plus de 10 mm, eh bien ça ne sert à rien de réparer et chez ces patients-là, il vaut bien mieux faire un remplacement d'emblée. Vous voyez, il avait les mêmes résultats dans ces deux groupes de patients. Donc, quand le tenting est trop important, il ne sert à rien de tenter de réparer. Là, c'est un papier qui est assez étonnant de Julien Magne, qui avait testé de nombreux paramètres échographiques et il imaginait faire un algorithme décisionnaire en intégrant en partie l'angle entre le feuillet postérieur et le plan de l'anneau, l'angle entre le feuillet antérieur, la hauteur sous la tempe. Il y avait tout le diamètre ventriculaire, il y avait tout un florilège de paramètres échographiques. Et en fait, il y en a un qui a écrasé tous les autres. Et vous voyez, c'est celui-là, l'angle entre le feuillet postérieur et le plan de l'anneau. Et donc, quand il est à plus de 45 degrés, c'est-à-dire que quand il y a une tension très élevée, eh bien, ces patients avaient, vous voyez, un pronostic très péjoratif. Et vous voyez que la sensibilité et la spécificité sont assez spectaculaires. Et du coup, cet élément seul était retenu dans le papier pour différencier les patients qui méritaient, par rapport aux autres, bien sûr, qu'on s'intéresse et qu'on tente de corriger cette fuite mitrale. Alors ça, c'est le tout premier papier de la littérature qui, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de patients, hein, mais c'est le tout premier papier qui compare le point d'Alfieri, donc le futur MitraClip, mais là, le MitraClip n'était pas encore né, vous voyez, ça date de 2005, et vous voyez que quand on fait un point d'Alfieri, eh bien finalement, la qualité de la réparation semble meilleure. Alors gardez ça en mémoire parce qu'on va y revenir avec les études secondaires et que vous voyez que la downsizing annuloplastie, quand on fait, ça c'est ce que disait Robert Dion, il faut mettre des anneaux tout petits, eh bien quand on fait la downsizing annuloplastie, on a quand même un taux de récidive qui est important, alors que quand il y a un point d'Alfieri en plus, eh bien finalement, la fuite est bien mieux contrôlée dans le temps. Alors là, il y avait peu de patients. Je n'ai pas le temps de passer en revue toutes les chirurgies qui ont été proposées. Elles sont nombreuses et traduisent l'imagination des chirurgiens. Vous voyez, ça c'est en particulier Tyrone David, elle fait un très joli papier où il coupait les strut cords. Les strut cords, c'est les cordages secondaires qui sont implantés sous le feuillet antérieur de la mitrale. Toute l'idée ici, c'était de redonner du mouvement au feuillet antérieur pour qu'il vienne plus facilement s'adosser. On a aussi montré qu'on pouvait rapprocher les deux piliers mitraux, puisqu'ils ont tendance à se séparer quand le ventricule se dilate. Ça, c'était le RIVAS à l'hôpital Bichat. Il y a eu également des gestes comme ici, où on pouvait tirer sur les cordages, on pouvait les mettre en place à partir du feuillet postérieur, des piliers mitraux, pardon, et ensuite on pouvait déclamper l'aorte, et vous voyez, le fil, les nœuds passent derrière l'aorte, et il était possible, sous échographie, une fois que le malade était déclampé à cœur battant, d'augmenter la tension et en quelque sorte d'avoir une correction qui était adaptée sur les paramètres échographiques, bien sûr des extensions de feuillet et à nouveau le point d'Alfieri. Alors, si on résume ces plusieurs décennies de chirurgie, on se rend compte que finalement, il y a quelques tables de la loi, en quelque sorte, qui ont été décrites pour que l'on puisse décider les meilleurs patients. Alors, en général, ce sont ceux qui ont une ischémie qui n'est
pas trop ancienne, quand les patients ont une insuffisance cardiaque qui remonte à de nombreuses années, la correction est moins efficace. On a déjà vu les diamètres, la distance la hauteur entre les deux piliers, les angles, l'index de sphéricité, les symétriques par rapport aux asymétriques. Et dans ces cas de figure, tous ces éléments permettaient aux chirurgiens de se dire, eh bien, dans les situations favorables, on peut faire des réparations en conservant l'appareil sous-valvulaire, alors qu'au contraire, dans les situations les plus défavorables, le chirurgien devra opter préférentiellement pour un remplacement valvulaire mitral, en sachant qu'il faut essayer de conserver intégralement l'appareil sous-valvulaire. Alors bien sûr, le feuillet antérieur, pour éviter les obstructions de la voie d'éjection, doit être soit réséqué, soit mis de côté, soit on les remplace par des néocordages en direction antérieure pour corriger et conserver l'architecture interne du ventricule gauche. Ces chirurgies doivent, autant que faire se peut, respecter l'intérieur du ventricule gauche. Alors, au-delà de toutes ces discussions qui appartiennent à ce que la chirurgie vivait comme les arguments d'autorité, c'était des grands noms qui arrivaient avec leur série et qui donnaient des résultats de leur propre expérience, ce qui est parfaitement méritoire, mais qui, sur le plan de l'évidence-based médecine, laisse un peu sur sa faim. Eh bien, les chirurgiens, à un moment donné, en particulier les chirurgiens américains, avec ça, c'est la STS association, donc c'est deux études, le STS Trial, qui, alors là, pour la première fois, les chirurgiens ont essayé de faire des études prospectives, multicentriques, randomisées. Et donc là, on rentre dans la chirurgie, rentre dans l'ère de l'évidence-based médecine. Un premier papier avec les insuffisances mitrales sévères. Et là, on fait soit remplacement, soit réparation. Et un autre papier avec des insuffisances mitrales moins sévères, mais chez des patients qui sont de toute façon opérés pour des pontages coronaires. Parce que là, on considérait que quand on opère des pontages coronaires et qu'il y a une insuffisance mitrale sévère, il n'était pas éthique de ne pas la toucher. Donc voilà comment se sont faits ces deux papiers. Et je dois dire que c'est vraiment une relative déception, puisque vous voyez qu'à 1 an puis à 2 ans, les papiers ont été publiés à chaque fois dans le New England Journal of Medicine, donc de très beaux papiers. Quand la chirurgie rentre dans l'ère de l'évidence-based médecine, et bien finalement, c'est pour aller vers une déception. Et on se rend compte, par exemple, que dans les insuffisances mitrales modérées, et bien si on fait des pontages coronaires, et bien ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller, en tous les cas, dans l'étude, quand on corrige ces fuites mitrales modérées, ça n'améliore pas le pronostic. De la même façon, quand on a des insuffisances mitrales sévères, eh bien, le remplacement ou la réparation font jeu égal. Il n'y a pas de différence entre le fait de réparer. Donc ça va à l'encontre de ce que pendant des décennies, les chirurgiens essayaient de promouvoir, en particulier face aux cardiologues. Et puis alors apparaît, et ça c'est vraiment un élément très décevant pour la chirurgie de l'insuffisance mitrale secondaire, apparaît ce que l'on peut considérer comme le talon d'Achille de la réparation de l'insuffisance mitrale secondaire, puisque vous voyez qu'ici, à 2 ans, on a pratiquement 60% de récidive de la fuite mitrale. Pour autant, bien qu'il y ait 60% de récidive chez les patients qui ont eu une réparation, vous voyez qu'on a l'impression que fuite ou pas fuite, puisque les patients réparés avec des fuites résiduelles, eh bien finalement, ça ne change pas le pronostic. Alors, on peut quand même faire des études secondaires et a posteriori, quand on regarde dans ces études les sous-groupes de patients qui ont eu une réparation et qui réellement étaient des patients chez qui on anticipe les meilleurs résultats, on les a définis avant, les diamètres pas trop dilatés, les insuffisances mitrales secondaires qui ne datent pas depuis de nombreuses années, l'angle mitro-aortique, tous ces éléments dont j'ai parlé avant.
eh bien là, on arrive à distinguer un sous-groupe où la réparation fait mieux à la fois que le remplacement en termes de morbimortalité et de suivi. Alors ça, c'est intéressant, mais si vous voulez, on se rend compte comment il y a peut-être une certaine forme de naïveté dans le dessin de ces deux études, peut-être peut-on parler d'immaturité de la part des chirurgiens qui rentraient dans le monde de l'évidence-based médecine et qui finalement se sont pas mis dans les meilleures conditions pour promouvoir la technique dont ils étaient convaincus qu'elle était potentiellement bénéfique pour les patients. Si vous voulez, ces études, celle-là en particulier, c'est un petit peu comme si dans la chirurgie du cancer du poumon, on comparait la pneumonectomie et la lobectomie en ne tenant pas compte de la classification DNM. Alors ça, effectivement, là, au terme de l'étude, on dit pneumonectomie, lobectomie, ça ne change rien, mais, il y a à l'intérieur du sous-groupe des patients qui ont des cancers pas trop avancés, qui n'ont pas de ganglions, qui n'ont pas d'envahissement important, et chez qui la pneumonie fait au moins aussi bien et donne des résultats plus performants. Et bien là, vous voyez, on a un peu l'impression que les chirurgiens ont manqué l'occasion de se mettre dans des meilleures conditions pour faire cette comparaison entre la chirurgie et un groupe contrôle. Alors néanmoins, observez, ça je crois que c'est important, c'est que à ce jour, vous voyez, on a comparé, c'est les deux seules études prospectives randomisées de qualité qui sont publiées dans le New England, ce qui est en est une signature, eh bien, aucune de ces études ne compare au troisième bras qui serait le traitement médical optimal. Et ça, jusqu'à très récemment, il n'y avait aucune étude qui permet de répondre à la question que j'ai posée lors de ma première diapositive. Est-ce que ça sert à quelque chose? Là, on a la réponse. On n'a pas l'impression que ça change, qu'on fasse réparation ou remplacement, mais encore une fois, sans bien sélectionner les patients. Mais on n'a toujours pas de groupe contrôle, on ne sait toujours pas s'il y a un intérêt à traiter ces patients. Alors, quand vous regardez le talon d'Achille dont je parlais, ça c'est Julian Mann qui avait fait une étude de la littérature où il regardait les résultats des réparations valvulaires mitrales et vous voyez que finalement, plus on attend, plus le taux de réparation, ici on est quasiment à 80% quand on est à 4 ans, donc vous voyez que c'est vraiment le talon d'Achille, la réparation valvulaire mitrale a une faiblesse, mais encore une fois, c'est aussi parce que dans l'immense majorité de ces séries, les patients n'étaient pas sélectionnés comme ils auraient dû le faire, eu égard aux paramètres que nous avions progressivement définis dans cette table de la loi en quelque sorte. Alors après, apparaît l'ère du traitement percutané. Alors le premier papier, c'était l'étude Everest. Alors l'étude Everest, elle mélangeait un petit peu tout. Il y avait en particulier dans cette étude 75% de patients qui avaient des IM primaires. Donc là, vous voyez, les IM secondaires dont nous parlons aujourd'hui étaient marginales. Cela étant, vous voyez que cette étude montrait qu'il y avait un taux de récidive de la fuite très précoce et que dans les premiers 2 ans, il y avait 20% de patients qui étaient réopérés, donc c'était quand même globalement décevant, même si c'était la phase initiale, il y a probablement une courbe d'apprentissage qui était en défaveur du clip. On peut la lire autrement aussi, un peu comme les études de chirurgie, quand on fait, en se disant que si on avait mieux choisi les patients ici, une fois qu'on a en quelque sorte épurer les échecs au-delà de la première et deuxième année, finalement, les résultats semblent relativement stables. Alors, à la suite de cela, vous voyez, ça, c'est le nombre de publications qui ont augmenté après 2011, la publication d'Everest. Et donc, le traitement percutané de la nation mitrale secondaire est devenu extrêmement populaire. Il y a eu aussi de nombreux registres et de nombreuses publications, et également, après le marquage CE, de nombreuses implantations, en particulier en Europe du Nord. Alors nous, on avait donc effectivement, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, vous voyez que donc l'étude Everest, c'est de longues années quand on met une étude en route. Eh bien, en France, on a eu les premiers patients en 2009. On a couru après un financement, puis on a eu un financement, vous voyez, en 2012 et les premières inclusions en 2014 de notre étude. Et vous voyez que le papier apparaît en 2018. Donc, vous voyez que c'est de longs efforts que d'essayer de mettre sur pied
papier ce type d'étude. Alors voilà les résultats de l'étude. Mais alors ça, c'est au monde le premier papier où on voit comparer le traitement médical et la correction de la fuite. Encore une fois, je vous le redis, il n'y a jamais eu de papiers chirurgicaux qui ait comparé le traitement médical et dans une étude prospective randomisée, dans une solide étude qui est comparée. Et vous voyez que MITRA-FR, l'étude que nous avons menée en France, multicentrique, 37 centres qui ont participé à cette étude, est finalement décevante. Alors est-elle si surprenante? Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que là, vous avez un vieux papier qui, lui, date de 2005. Et vous voyez qu'en 2005, le papier publié par vous, en fait, c'était l'équipe de Steve Bolling. Et Steve Bolling est aussi, lui, un des précurseurs, un des grands noms du traitement chirurgical de l'insuffisance mitrale secondaire. Et vous voyez que quand on compare ce papier de Steve Bolling de 2005 et quand on revient sur le papier de MITRA-FR, eh ben on peut dire que finalement, MITRA-FR ne vient que confirmer ce que l'on a toujours pensé, à savoir que, comme le disaient les cardiologues, eh bien, la maladie, c'est une maladie du ventricule et ça ne sert à rien de traiter la fuite mitrale. Voilà où on en était. Et alors là, quasiment au même moment, puisque j'avais présenté ce travail en août à l'ESC à Munich, et puis donc 2 mois après, c'est Greg Stone qui présente, vous voyez, l'étude En COAPT. ce qui concerne l'insuffisance mitrale secondaire, c'est au... Pardon. Voilà, donc qui avait donc, pardon, je reviens. Voilà, l'étude présentée par Greg Stone au TCT à San Diego. Et là, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on a des résultats qui sont absolument prodigieux. Il y a plus de patients, hein, pratiquement le double de ce qu'il y a dans MITRA-FR. Et leur critère principal, c'était les hospitalisations cumulées. Et donc là, les deux études arrivent l'une en face de l'autre, avec des critères d'inclusion qui, a priori, semblent être très similaires. Et il y a un gros point d'interrogation qui sort, et ce, d'autant que quand on regarde à l'intérieur de MITRA-FR tous les critères secondaires, voyez, selon la fraction d'éjection, selon la sévérité de la fuite, selon les diamètres, selon les antécédents, les ischémiques ou pas, aucune différence, quel que soit le sous-groupe. Donc, on a vraiment dans MITRA-FR, alors qu'on avait une qualité de suivi tout à fait remarquable, hein, puisqu'on avait 99% de suivi, ce qui traduit quand même quelque chose de solide. Et en revanche, c'est exactement le contraire dans COAPT, puisque tous les paramètres sortent positifs, tous, y compris la mortalité, ce qui veut dire que, in fine, si vous voulez, là, quand on met ces deux études en parallèle, on a un peu l'impression qu'on y perd son latin. Cela étant, pour résumer ce que je viens de vous raconter, pendant une trentaine d'années, 3 décennies de publications, aucun papier, y compris MITRA-FR, ne met clairement en évidence un bénéfice à traiter l'insuffisance mitrale secondaire, et ça, c'est en rapport avec ce très beau papier de COAPT. Enfin, il est tout seul, mais enfin, qui lui montre des résultats tout à fait spectaculaires. Alors ça a généré un des débats les plus nourris que l'on a dans notre communauté cardiologique. Vous voyez, le nombre de citations des deux papiers était très important. Il y a eu de nombreux éditoriaux qui ont été consacrés, chacun trouvant son explication. Et en particulier, quand on relit, on va voir, et ça c'est probablement un des éléments les plus importants, vous voyez que dans MITRA-FR, on avait des fuites moyennes qui étaient quand même plus modestes, 31 mm² versus 41 dans COAPT. Donc les fuites étaient plus sévères. On a l'impression que les ventricules sont plus dilatés dans MITRA-FR. Vous verrez que ça mérite discussion, mais clairement, les critères d'inclusion n'étaient pas les mêmes. Alors, à la suite de cela, il est sorti une très belle interprétation qui avait été déjà proposée par Gash dans la littérature, mais qui a été à nouveau popularisée par Greyburn. Et Paul Greyburn montre que finalement, parler de la surface
n'est peut-être pas le bon moyen de définir une fuite mitrale, mais qu'il faut la mettre en relation avec le diamètre ventriculaire. Et voilà comment on essaye de réconcilier les deux études en disant que finalement, MITRA-FR, en France, on a dû sélectionner des malades trop graves, qui avaient des fuites pas assez sévères des ventricules trop dilatés, alors que dans COAPT, on avait des fuites plus sévères, des VG qui avaient été moins détériorés. Alors, pour supporter cette étude, là encore, à l'intérieur de COAPT, on trouve un sous-groupe qu'on pourrait dire, je suis désolé, un sous-groupe que l'on pourrait dire MITRA-FR-like en quelque sorte, dans lequel les fuites sont plus modestes, dans lequel les ventricules sont plus dilatés, et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Donc finalement, avec COAPT, non seulement l'étude est positive partout, mais en même temps, quand on lit dans les sous-groupes, on a l'impression que COAPT explique tout, justifie tout et donne des résultats qui sont finalement tout à fait en faveur du traitement de l'insuffisance mitrale secondaire. Encore une fois, c'est ce que nous, chirurgiens, avions essayé de démontrer et de convaincre les cardiologues avec notre dystorie. Et là, avec le traitement percutané, eh bien, les cardiologues changent d'avis et finalement se disent, finalement, ça marche. Et c'est vrai que COAPT est tout à fait bluffant quant à ses résultats. Alors, nous, on a essayé également à l'intérieur de MITRA-FR de regarder s'il y avait un sous-groupe, si on avait des malades qui étaient trop sévères au départ. Et en particulier, quand on regarde au-delà de la première année, vous voyez qu'on voit une petite différence dans les hospitalisations. Cette différence n'est toutefois pas statistiquement significative. C'est des études a posteriori et c'est donc un petit peu difficile de savoir à quel sous-groupe de patients elle s'intéresse. Alors, on a essayé de le regarder. À la suite de ça, pour autant, ça a été un succès. Vous voyez qu'on a obtenu le remboursement pour le MitraClip en France dans les indications qui miment les sous-groupes de COAPT, puisque vous voyez que le remboursement est acquis avec des surfaces supérieures à 0,3 cm2 et un volume indexé supérieur à 96 ml par mètre carré. C'est directement tiré de l'étude, de la sous-étude du sous-groupe, l'étude du sous-groupe de COAPT. Alors, de notre côté, on a essayé de voir si ça marchait et on a regardé d'abord ce soi-disant gros ventricule qu'on aurait dans MITRA-FR. En fait, quand vous regardez les ventricules de MITRA-FR et si vous faites les relations entre le calcul à partir de la méthode PISA et par rapport à la fréquence cardiaque, donc on regarde les volumes éjectés et les volumes régurgités, eh bien, dans la façon dont nous avons mesuré les ventricules dans MITRA-FR, eh bien, on retombe sur nos pieds, il y a une parfaite cohérence. Alors que dans l'étude COAPT, on se rend compte que la méthode PISA, si on essaye de recalculer les diamètres ventriculaires à partir des fuites régurgitées, on ne retombe pas sur nos pieds. C'est donc que la méthode Simpson, telle qu'elle a été utilisée dans l'étude COAPT, n'utilisait pas le même algorithme, que ce que l'on avait dans MITRA-FR. Et que finalement, si on recalcule à partir des mesures de volume régurgité et en tenant compte de la fréquence cardiaque supposée des patients, alors c'est un peu artificiel, mais on se rend compte que finalement, les ventricules de COAPT, ils n'étaient pas aussi petits que cela et que finalement, la différence entre les diamètres ventriculaires de MITRA-FR et de COAPT, elle est essentiellement due à la différence de mesure des ventricules et non pas à une réalité factuelle pure et dure. On a aussi publié dans le JACC tout à fait récemment, le papier est en ligne, mais il n'est pas encore publié dans la version papier, et essayer de regarder tous les sous-groupes en tenant compte des critères secondaires de COAPT, c'est-à-dire que là, on a vraiment recherché des malades qui ressemblaient
aux malades de Coapt et vous voyez, on n'a toujours aucune différence. Également, quand on prend les critères d'inclusion tels qu'ils ont été définis dans un deuxième papier dans le secondaire de l'équipe échographique de Coapt, eh bien, ça ne marche pas. Donc, vous voyez qu'on a quand même des éléments qui sont assez discordants et on a du mal à réconcilier les deux études. Pardon. Alors, il y a des éléments. D'abord, MITRA-FR, je vous l'ai dit, c'est une étude académique et c'est vrai qu'on a possiblement inclus des patients trop graves, ça c'est possible. Il y avait un élément qui était très important dans la différence des deux études, c'est que dans MITRA-FR, nous faisions confiance au centre pour sélectionner les patients selon les critères d'inclusion, alors que dans Coapt, il y avait un comité central qui vérifiait les critères d'inclusion et il est possible que la qualité de sélection ait inclus des patients avec des éléments qui nous échappent dans l'analyse secondaire, mais des patients qui étaient potentiellement de meilleurs répondeurs. Il y a d'autres éléments. Vous voyez que dans le compte-rendu le protocole de Coapt, on se rend compte que les modifications du traitement médical étaient dissuadées dans le suivi. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'une fois que les patients avaient le clip implanté, eh bien finalement, le traitement médical ne correspondait pas stricto sensu au traitement médical optimisé. Alors que dans MITRA-FR, au contraire, on encourageait les patients à, vous voyez, plus de 80% des patients, pendant le suivi après le MitraClip, ont eu des adaptations de leur traitement médical. Alors, vous voyez par ailleurs que nous avions publié le protocole en 2015. Il n'a jamais changé jusqu'à la publication, alors que dans l'équipe Coapt, ils ont changé très régulièrement le protocole. Il a été constamment adapté et il n'a été publié que quelques mois avant le résultat. Donc, vous voyez qu'on a quand même une rigueur dans MITRA-FR sur la définition du protocole qui n'a pas bougé et qu'on sent très bien que ces deux études n'ont pas été dessinées avec la même philosophie, même s'il est très important d'avoir un respect entier pour les deux équipes. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et quand on met les résultats, vous voyez, en parallèle, on se rend compte que dans Coapt, non seulement le clip semble faire vraiment mieux que les deux bras de MITRA-FR, mais on a l'impression aussi que le groupe médical de Coapt a un taux de mortalité très important. Là, vous voyez qu'à 2 ans, on a pratiquement 50% des malades du groupe contrôle de Coapt qui sont décédés. Et les résultats qu'on a maintenant à 3 ans montrent que finalement, ce sont des malades très graves et que, bien sûr, ils sont rattrapés par la maladie avec le temps. Alors, un autre élément, tout à l'heure, vous avez vu que dans les diapositives, j'avais insisté sur le talon d'Achille de la chirurgie, qui est le taux de récidive. Je vous rappelle que dans la seule étude prospective randomisée chirurgicale, il y avait un taux de récidive après réparation des IM sévères de près de 60% à 2 ans. Vous voyez que avec le clip, c'est pratiquement zéro. C'est-à-dire que c'est quasiment miraculeux. Alors ça, quand on a un type de papier comme celui-là, qui arrive après plusieurs décennies de papiers qui montrent complètement l'inverse, forcément, c'est un tsunami qui arrive et c'est assez bluffant. Dans tous les cas, ce papier est bien sûr particulièrement intéressant. Alors vous voyez, on a l'impression que ça diminue, mais c'est parce qu'il y a probablement un risque compétitif, les malades les plus graves étant décédés. C'est aussi pour ça. Mais malgré tout, dans Coapt, il n'y a pas de récidive. Le clip semble capable de traiter de façon pérenne les fuites mitrales. Alors, quand on remet sur le diagramme de Jean Luhmann que je vous avais montré tout à l'heure, MITRA-FR et Coapt, eh bien vous voyez que finalement, peut-être que le clip et le traitement bord à bord est un meilleur traitement que la downsizing annuloplastie, puisque vous voyez, le STS royal, on était à près de 60% à 2 ans. Donc, vous voyez que peut-être, c'est possible aussi que c'est ce que suggérait le papier de l'équipe d'Alfieri, le papier chirurgical, où je vous souvenez, sur un petit nombre de patients, le fait de rajouter un geste d'Alfieri
améliorait la continence valvulaire à long terme. Alors, à la suite de ça, vous voyez, donc ça, c'est un autre élément qui est intéressant quand même. Ça, c'est les patients qui ont été enrôlés dans l'étude COAPT. Et vous voyez que la plus grande équipe américaine a inclus 46 patients en près de 5 ans, c'est-à-dire qu'ils ont implanté 8 patients par an. Ah oui, c'est dire que quand il y a un comité central d'éligibilité, les patients étaient extrêmement triés sur le volet. Alors, cette équipe qui implantait 8 patients par an pour avoir les résultats que nous venons de voir et qui sont sans nul doute absolument magnifiques, cette équipe qui en a implanté 8 par an, aujourd'hui, c'est plusieurs centaines par an qu'elle utilise. Et donc, vous voyez qu'il y a une progression des nombres de clips implantés qui est en rapport avec ce papier unique. Alors, les recommandations, nous les avons pour le traitement percutané. J'ai dit l'HAS. Ils reproduisent les éléments que l'on a vus dans les critères d'inclusion de COAPT. Je vous rappelle que les recommandations pour la chirurgie, les classes 1 et les 2A, c'est uniquement les patients qui sont opérés pour une autre raison. Donc, il y a la place de la chirurgie, déjà dans les recommandations de 2017, était relativement faible et vous sentez bien que la place de la chirurgie ne va pas aller en s'améliorant avec les présentations que je viens de souligner. Alors, avant de… Ça c'était juste pour montrer, je ne sais pas, cette diapositive est un peu abîmée, mais pour vous montrer qu'il y a aujourd'hui d'autres traitements percutanés. On ne va pas les passer tous en revue, il y en a plusieurs dizaines. Un petit mot sur le système Pascal d'Edwards. Il n'est toujours pas remboursé dans beaucoup de pays. Donc, il est très proche du MitraClip. C'en est presque une copie d'ailleurs. Un de ses intérêts, c'est qu'on peut fermer un bras puis l'autre, alors que dans le clip, on ferme les deux bras en même temps, ce qui peut, dans certains cas de figure, être moins facile. Donc, il y a un petit bénéfice du Pascal. Cela étant, il n'y a pas de doute que le MitraClip, dans les prochaines versions, sera capable de faire cette comparaison également. Donc, et par ailleurs, on n'a pas d'études avec le système Pascal qui permettent de juger ou de préjuger qu'il puisse avoir la même qualité de traitement que le MitraClip. Alors, un petit mot des annuloplasties. Moi, j'y ai jamais cru. Il y a eu 3 devices qui ont été proposés, mais vous voyez sur cette diapositive ici qu'on a le sinus coronaire qui est très très près de la circonflexe. D'autre part, vous voyez qu'on est à distance de l'anneau mitral qui est à ce niveau-là. Donc, aller mettre un stent dans le sinus coronaire, qui en plus ne fait pas tout le tour, donc on sait par la chirurgie qu'une annuloplastie, pour être efficace, doit prendre appui au minimum sur les 2 trigones, c'est-à-dire aller bien au-delà de ce qui est montré ici. Sur les 3 devices qui ont été proposés, 2 sont déjà ont déjà mis la clé sous la porte, entre guillemets, et le 3e, à mon avis, n'est pas voué à un avenir très prometteur. Alors, il y a des techniques d'annuloplastie. Là, vous avez une animation en haut, et là, vous avez un modèle animal sacrifié, où l'annuloplastie ressemble beaucoup à l'annuloplastie chirurgicale. Alors ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le cardioband, parce que si on arrive à faire ça, on va pouvoir avoir à la fois l'annuloplastie et en plus le traitement sur les feuillets, ce qui va correspondre à l'archétype du traitement chirurgical, puisque vous l'avez compris, dans le traitement chirurgical, idéalement, il faut associer et l'anneau et le geste sur les feuillets. Et vous voyez ici les vis qui sont mises en place progressivement. Ce n'est pas facile, les obstacles techniques sont en particulier à la qualité de l'imagerie, mais vous allez voir, ici on a 2 images, et ici c'est un anneau qui a été mis par voie chirurgicale, on voit d'ailleurs les fils qui ont été implantés. Ici c'est un cardioband, et vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Donc ça, bien sûr les patients chez qui ça a marché, il semble que les résultats soient assez inconstants, et en tous les cas, même si, comme on dit, c'est prometteur pour l'instant, c'est réservé entre les mains de quelques rares équipes. Et ça, c'est un autre système. On arrive par voie rétrograde à travers l'aorte.
et on met des crochets à l'intérieur du ventricule gauche, sous l'anneau, et c'est en diminuant la taille du ventricule que l'on va restaurer la continence valvulaire. Alors, je parle de celui-là parce que les études prospectives démarrent et notre centre démarre avec ce système. Et les premiers papiers sont assez encourageants. Donc, on rétrécit par l'intérieur le diamètre ventriculaire. Bien sûr, là, on est vraiment dans les hypothèses et ça mérite confirmation. Quelques éléments, ça c'est le valve-in-valve, ça vous savez que ce qui manque dans le traitement percutané des prothèses, c'est ce qu'on appelle la docking zone. On n'arrive pas bien à s'appuyer sur l'anneau mitral qui est souple, en particulier dans l'IM secondaire. Quand il y a déjà une prothèse et qu'il y a un VG dilaté, bien sûr, c'est assez. Alors là, pour le coup, ça c'est très facile. On met en place une valve Sapiens, ça on l'a fait régulièrement, ça marche très très bien. Et ça évite les réinterventions. Un petit mot pour une prothèse qui est la seule qui est le marquage CE, c'est pour ça que j'en parle, c'est la prothèse Tendyne, dont nous avons participé à l'étude, et j'ai eu plusieurs patients gravissimes à qui on a implanté la valve Tendyne parce que le clip n'était pas possible, parce qu'il y a des limites anatomiques à l'implantation du clip. Et je dois dire que cette prothèse a l'immense avantage de n'avoir quasiment une garantie d'une absence de fuite résiduelle. C'est assez bluffant, on est quasiment assuré d'avoir zéro fuite à la sortie. Le principe, c'est une thoracotomie gauche, et par la pointe du ventricule gauche, on rentre cette espèce de parapluie à l'envers qui est ouvert dans l'oreillette, et ensuite on tire sur ce qu'on appelle le taser, un tenseur en quelque sorte, et il y a un petit bouton qui est mis à la pointe du cœur pour bien le maintenir, et c'est comme ça qu'on arrive à restaurer. Là, vous avez par exemple la valve vue de l'oreillette en écho 3D, donc c'est ce parapluie qui s'ouvre dans l'oreillette, et vous voyez ici que le système est tiré vers la pointe du cœur, et au niveau de la pointe du cœur, on a cette espèce de bouton qui permet un ancrage de la prothèse qui est tenu entre le parapluie qui est dans l'oreillette et ce bouton à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant ça, parce que si vous réfléchissez bien, c'est la première fois qu'on a en position mitrale une valve qui n'est pas une valve aortique. C'est la première fois qu'on a une prothèse avec un appareil sous-valvulaire. Et il est possible que dans l'IM secondaire, où le ventricule est dilaté, ce soit un des éléments qui soit en quelque sorte moteur pour la qualité des résultats. Et ce qui est étonnant, c'est que vous voyez que sur les 100 premiers patients qui ont été implantés, il y a eu une quasi-constance de la qualité des résultats. Alors là, pour le coup, c'est mieux que le MitraClip, parce que le MitraClip, il y a souvent des petites fuites résiduelles. Et vous voyez, au prix d'une mortalité relativement faible, parce que quand on fait les premiers 100 patients, ce sont souvent des indications compassionnelles, et donc avoir une mortalité qui est relativement faible chez ces patients-là est tout à fait encourageant. Alors, qu'est-ce que l'on peut conclure? Alors, vous l'avez vu, les deux études comparaient le clip au traitement médical optimal, et que dans les deux études, ce n'était que l'échec du traitement médical qui pouvait pousser à aller vers le clip. Et ça, on le retrouve aujourd'hui dans toutes les recommandations. Dans l'immense majorité des cas, le traitement médical de l'insuffisance secondaire, mitrale secondaire, c'est un traitement médical. Et ce n'est que lorsqu'on est dans l'échec du traitement médical qu'on passe la possibilité de traiter essentiellement par voie percutanée en respectant les éléments limitants dont on a parlé. Et vous voyez que finalement, de la chirurgie, il ne va pas rester grand-chose comme indication. Ce sera essentiellement les patients qui sont opérés pour autre chose, ou les patients qui n'ont pas de capacité d'être traités par voie percutanée, voire par les prothèses percutanées. Et alors là, par contre, on a progressé pour le choix entre réparation ou prothèse avec les deux études dont on a parlé. Pour ce qui est des perspectives, et ce sera ma dernière diapositive, donc MITRA-FR et COAPT ont étudié les patients qui étaient quand même en phase relativement sévère, et les patients, en tous les cas, contre-indiqués, qui avaient donc échec du traitement médical.
Il y a une étude en cours qui est l'étude Rechef. Je ne suis pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout, mais on l'attend avec impatience parce que ça pourrait être un des éléments supplémentaires pour arbitrer les différences entre coapt et MITRA-FR, dont je vous ai dit que ce n'est pas facile à bien les comprendre. Et là, il y a tout un lot de patients qui sont ces patients qui ont un traitement médical efficace, mais qui ont une fuite résiduelle. Et là, moi, je crois que peut-être, là, il y aurait tout un secteur de patients à qui on pourrait corriger la fuite pour éviter qu'on ait la dégradation, vous voyez, de ces insuffisants cardiaques qui font une première, deuxième, troisième, quatrième décompensation jusqu'à aller éventuellement à la transplantation. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup d'études. On a appris beaucoup de choses au cours de ces 30 dernières années, en particulier avec ces 2 études prospectives randomisées, mais il y a encore du travail à faire. Voilà, je vous remercie en tous les cas pour votre attention.